le soir. Avec Marceau et Laurence. Radio X. 8h30, il est en studio, il est avec nous, l'enquêteur du paranormal, Christian Page. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien. Très content de t'avoir avec nous pour, en fait, jusqu'à 22h. Les auditeurs vont pouvoir poser leurs questions sur le live à radiox.com. Ben oui. T'es allé faire un tour au magazine Summum? Ben oui, effectivement. Pour ceux qui l'ignorent, j'écris depuis quelques mois maintenant, quelques parutions dans le magazine Summum. Page anormale. C'est comme ça qu'on a appelé cette chronique. Donc, à chaque numéro, donc je présente un sujet paranormal. Là, tu vois, dans l'édition qui est sortie depuis quelques jours maintenant en kiosque, j'ai l'article concerne les fraudes qui touchent le domaine du paranormal. Et on le sait, le domaine du paranormal est un milieu, un terreau très fertile aux fraudes et aux arnaques. Donc, j'ai mentionné les 3 plus grandes arnaques, en tout cas au cours des 50 dernières années, les 3 arnaques les plus marquantes du paranormal qui ont généré le plus de profit et également le plus de discussions et de croyances un peu erronées. Donc, on parle de ça. Et on est à discuter de quelque chose qui pourrait toucher les X-Files, mais je veux pas en dire plus. Bon. Et ça pourrait être en début de l'an prochain, donc à partir du mois de février, quelque chose peut-être de spécial sur les X-Files. Ça, c'est la première fois que tu nous fais une cachotterie. D'habitude, tu réussis à démystifier absolument tout. Mais écoute, Yannick, dès que j'aurai des confirmations, tu seras le premier à le savoir. À Québec. Ouais, absolument. Bon, ben c'est le fun. Historia, il y a des gens qui m'ont posé des questions concernant le canal Historia. Est-ce que tu es sur le canal Historia? Ouais, en fait, je serai sur le canal Historia à partir du 28 novembre prochain. Ouais. C'est une série de 6 épisodes et chaque semaine, Historia va présenter en rafale 2 épisodes. Ce sont des épisodes de 30 minutes et ça s'appelle L'enquêteur du paranormal. Donc, bon, c'est pas très concept parce que le titre L'enquêteur du paranormal, on l'utilise beaucoup, mais je pense que c'était en même temps, c'était une bonne référence. Et ce que j'ai fait durant ces 8 émissions-là, et je tiens particulièrement à remercier Historia d'avoir fait ça. Tu sais qu'on est inondé depuis, je dirais, une dizaine d'années maintenant sur les télévisions spécialisées. On est inondé d'émissions sur le paranormal. Ouais. Chasseurs de fantômes, chasseurs d'ovnis, nos ancêtres, les extraterrestres, bon, et tout le reste. Et très peu de ces émissions-là présentent les sujets paranormaux avec un sens critique. Je dis pas forcément sceptique ou non-croyant, mais un sens critique. Où est le bon sens à un moment donné là-dedans? Et Historia, moi j'avais proposé, Historia, je disais, ça serait intéressant de faire une émission sur le paranormal, mais d'y aller avec le sens critique, pas tout croire. Il y a des trucs qu'on nous raconte qui sont visiblement presque des arnaques. On est littéralement dans l'antichambre de la fraude. Je dis, il faudrait à un moment donné dénoncer un peu ces trucs-là. Alors, Historia m'a donné le feu vert. On a produit ces 8 émissions qui vont des enlèvements extraterrestres aux médiums, en passant par les chasseurs de fantômes. Et je pense, en tout cas, j'ose espérer que les gens vont me suivre là-dedans parce que, à mon avis, c'est très intéressant. Oui, on présente les phénomènes paranormaux, on présente un aspect des phénomènes paranormaux, mais un aspect qui est excessivement critique, non pas sceptique, mais très critique, et les gens vont peut-être avoir de nouvelles pistes à explorer pour ceux qui s'intéressent au paranormal, de nouvelles pistes à explorer. Et en fait, comme je dis, c'est savoir pour ne pas se faire avoir. Et c'est un peu ça qu'on présente dans cette série de l'enquêteur du paranormal, donc 8 émissions qui portent un regard critique sur les phénomènes paranormaux. Parfait. Puis je sais pas si c'était avec toi qu'on en jasait, mais Laurence m'avait dit, on jasait justement de ces fameuses émissions là où on est des chasseurs de fantômes, puis on en était venu au fait que s'il se passe rien dans ces émissions-là, ça l'intéressera pas les gens. Absolument. Tu sais, s'il y a pas un son qu'on perçoit où on est capable de percevoir une phrase qui dit I'm here. Ouais. Si on perçoit pas quelque chose qui tombe, tu sais, lorsqu'on une porte claquée, on ressent une présence, tout d'un coup il y a un verre qui tombe par terre, ça fera pas peur à personne. Tu sais, l'idée de ces émissions-là, c'est de faire peur à des gens pour que les gens restent à l'antenne. Écoute, Yannick, je vais te raconter, je vais te faire une confidence. On est toutes les deux tout seuls ici, personne. Ouais. Bon, une confidence spécial Québec. Personne nous écoute. Non, personne nous écoute. Alors, écoute, à un moment donné, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé sur le plateau de la fameuse série Ghost Hunter, les chasseurs de fantômes que les gens suivent ici au Québec dans la version française. Et on était dans la prison, la soi-disant prison hantée de Philadelphie, l'ancienne prison, qui est maintenant devenue un site touristique, donc les gens peuvent visiter cette prison. Et donc, on nous dit évidemment qu'il y a plusieurs
anciens détenus décédés qui entraient les corridors de la prison. Et c'est un des hauts lieux hantés aux États-Unis. Donc, je me retrouve là par un concours de circonstances. Un Ghost Hunter est en train de tourner un épisode. Et comme moi, à ce moment-là, je tourne également au Québec la série Dossier Mystère, il y a comme une sorte de convivialité qui s'installe entre moi, l'équipe de tournage. On parle un peu de nos expériences de tournage. Et puis, à un moment donné, je vois les types de Ghost Hunter qui sont en train d'attacher des cordes après des portes de cellules, tout ça. Puis, ils voient si on tire la corde, la porte s'ouvre. Et là, je regarde ça, puis là, je suis un peu surpris. Je dis, moi, quand je fais ça dans Dossier Mystère, on a quand même la décence d'écrire à l'écran reconstitution, alors que je n'ai jamais vu le mot reconstitution écrit à l'écran durant une émission de Ghost Hunter. Et le réalisateur me regarde et me dit, mais vous savez, il dit, des maisons pas hantées, les gens ne veulent pas en voir. Ben, c'est clair. Donc, tu vois, et on va jusqu'à mettre... Alors, je sais, c'est peut-être décevant pour les gens ce soir qui nous écoutent et qui regardent également Ghost Hunter et qui croyaient que tout ça était vrai. Mais non, on attache des petites cordes, des petits fils par-ci, par-là pour faire tomber une chaise, pour ouvrir une fenêtre et des trucs comme ça. Donc, il y a manipulation, forcément. Il faut toujours se rappeler que la télévision, c'est un divertissement. Ouais. Et effectivement, si on regardait une série comme celle-là et qu'il n'y avait rien qui se produisait à l'écran, ben rapidement les gens zapperaient vers une autre station. Ben c'est ça, hein, dans toutes ces émissions-là, il y a un réalisateur. S'il se passe rien dans l'émission, le réalisateur fait une dépression. Là. Ouais. Mais s'il se passe rien, premièrement, l'émission se rend pas à sa deuxième émission ni à la troisième. Non, effectivement, il faut qu'il y ait des trucs comme ça. J'ai tombé sur une affaire, nos ancêtres les extraterrestres. T'as-tu déjà écouté ça, toi? Oui. Hey, c'est particulier, là. Ouais. En fait, c'est assez étonnant parce que nos ancêtres, les extraterrestres, ça reprend, je dirais qu'il y a un peu comme des modes autour de ça. Tu vois, cette théorie-là des anciens astronautes, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est cette théorie des anciens astronautes, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Déjà dans les années 50, il y avait quelques ouvrages qui parlaient de ça. Peut-être pour les auditeurs québécois qui nous écoutent ce soir, peut-être certains se rappelleront-ils les ouvrages de Robert Charroux, de son vrai nom, Robert Gruot. Ouais. Et ce Robert Charroux a écrit toute une série d'ouvrages où on parlait de ça. Donc, des grandes énigmes de l'histoire si extraordinaires que Robert Charroux faisait intervenir des extraterrestres pour expliquer l'existence de ces énigmes-là. Mais le problème de Charroux, c'est qu'il écrivait dans un style excessivement hermétique. Donc, il fallait obligatoirement être un érudit ou un universitaire pour comprendre à peu près ce que Robert Charroux racontait. Donc, c'était hermétique. Et arrive 1960, deux auteurs français, Jacques Bergier et Louis Powell, vont publier un ouvrage qui s'appelle Le Matin des magiciens. C'est un ouvrage qui va devenir excessivement populaire, qui va remporter énormément de succès. Et ça ne fait que reprendre un peu ce que Charroux annonçait déjà depuis quelques années, mais c'est écrit dans un style excessivement populaire. Et là, ça connaît énormément de succès. Et puis, il va arriver le grand déclencheur. On est en 1968. Un auteur suisse-allemand du nom de Eric von Daniken va publier Présence des extraterrestres. Von Daniken n'est qu'un individu qui ne fait que copier ce qui a été écrit avant lui, mais il l'écrit d'une telle façon, de manière si populaire, que là, tout le monde peut se retrouver à l'intérieur de ces écrits-là. Et là, ben évidemment, c'est les extraterrestres ont construit des pyramides, ont déplacé les statues de l'île de Pâques et tout le reste. Faut se rappeler qu'on est dans les années 60. C'est une époque où on remet en question la jeune génération, remet en question la génération de leurs parents et tout ce qui a été proposé, autant dans le domaine de la science que de l'histoire, est à nouveau remis en question. Von Daniken, en fait, va préparer le terrain à tout ça. Et même si des historiens et des archéologues vont reprendre tout l'argumentaire d'Eric von Daniken et réduire ça littéralement à néant, en disant non, les pyramides n'ont pas été construites comme von Daniken le raconte. Voici, il a multiplié par 10 le nombre de blocs dans la pyramide, il a multiplié par 10 le poids des blocs et il a divisé par 10 le nombre des gens qui travaillaient au chantier de manière à rendre tout ça à peu près impossible. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc ces gens-là vont publier plusieurs ouvrages et là on parle d'ouvrages académiques écrits par des historiens ou des archéologues, mais ces ouvrages-là ne connaîtront pas beaucoup de succès par rapport à l'ouvrage de von Daniken qui est beaucoup plus populaire. Et puis voilà, c'est un bon an, mal an, cette théorie-là va faire son chemin. Il y a des moments où on entend moins parler et des moments, elle revient à la mode. Et là, nos ancêtres, les extraterrestres, reprennent un peu ces grandes théories de les extraterrestres seraient venus dans un passé lointain, auraient eu des contacts avec nos ancêtres, auraient laissé des vestiges derrière eux. Mais, et là, je veux pas décevoir tout le monde, puis je veux pas me faire d'ennemis. Mais disons que sur le plan de l'histoire,
toutes les énigmes qui sont proposées là-dedans connaissent tous une réponse historique, académique, dans laquelle il n'est pas nécessaire de faire intervenir des extraterrestres. Que ce soit la construction des pyramides d'Égypte, le déplacement des statues de l'île de Pâques, ou des dessins, des illustrations qu'on retrouve dans des ouvrages médiévaux ou même dans l'Antiquité. Il n'est pas nécessaire de faire venir des extraterrestres pour expliquer ça. Est-ce que tu es encore capable de te faire divertir par ce type d'émission-là, toi? Oui, mais mais pas ce genre d'émission-là. C'est-à-dire qu'il y a parfois des documentaires qui sont présentés à la télévision, d'excellents documentaires sur les phénomènes paranormaux, mais qui sont présentés de manière rigoureuse. On n'essaie pas de nous bourrer le crâne avec des sornettes. Parce que, excuse-moi, mais je n'ai pas d'autre mot à dire que nos ancêtres les extraterrestres, c'est un ramassis d'inepties et de sornettes. C'est un piège à con. Voilà, c'est un piège à con. Alors que tu as d'excellentes séries qui ont été faites sur l'histoire où on présente ces énigmes-là. Parce que dans le cas de la Grande Pyramide d'Égypte, c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des énigmes que les historiens ont de la misère à solutionner. Mais il n'est pas nécessaire de faire intervenir des extraterrestres. On semble oublier que nos ancêtres étaient des gens qui avaient énormément d'imagination. Ces gens-là étaient pas moins intelligents que nous. Ils n'avaient pas la technologie que l'on a. Et parce qu'ils n'avaient pas cette technologie, ils devenaient excessivement débrouillards. Ils utilisaient des principes simples, des principes de levier, des principes de vases communicants pour déplacer des choses. Et c'est extraordinaire ce qu'il réussissait à faire. C'était bâti sur des centaines d'années, tu sais. Voilà, et ça c'est un des éléments, c'est-à-dire qu'on regarde des grandes constructions et on se dit oui, mais on serait pas capable de faire ça. Attention, il y a quand même des éléments. Si on prend par exemple les pyramides d'Égypte, il faut se rappeler que les pyramides d'Égypte, les gens qui ont construit les pyramides d'Égypte n'avaient pas un budget à respecter. C'est quand même beaucoup ça. Ouais. Donc ils n'ont pas un budget à respecter. Les employés n'étaient pas syndiqués. Les employés n'étaient pas syndiqués. Ces gens-là travaillaient, contrairement à ce que l'on a souvent pensé, ce n'étaient pas des esclaves. Ces gens-là c'était des gens qui travaillaient parce que la période des récoltes en Égypte durait à peu près 4 mois. Ouais. Donc, les 8 autres mois de l'année, ces gens-là étaient invités à travailler au chantier des pyramides. Et s'ils travaillaient au chantier des pyramides, ils étaient nourris par le pharaon. Donc, ils recevaient une sorte, c'était un peu leur salaire, être nourris par le pharaon. Donc, ces gens-là travaillaient et ils n'avaient pas de budget à respecter. Ils n'avaient pas non plus une limite de temps à respecter pour déplacer pour faire la construction. Je vais te donner un exemple assez simple. Van Daniken nous dit, lorsque l'on regarde l'ensemble des blocs de la pyramide, on dit il y a 6 500 000 blocs de pierre dans la grande pyramide de Khéops. Et là, il nous dit, bon, ben voilà, si on calcule 6 500 000 blocs de pierre avec un chantier qui comprenait 10 000 ouvriers, il faudrait un bloc soulevé toutes les 3 minutes ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas tout à fait vrai. D'abord, Van Daniken diminue par 10 le nombre d'ouvriers. Il n'y avait pas 10 000 ouvriers, mais il y en avait 100 000. Et comme on avait 100 000 ouvriers et qu'on avait à peu près des groupes de 10, ça représente à peu près un bloc toutes les 10 minutes. Fait que là, on se dit, c'est énorme, un bloc toutes les 10 minutes. Mais comme on a 100 000 ouvriers et on a des groupes de 10 ouvriers par 100 000, on a donc 10 000 équipes. Et 10 000 équipes, si toi, tu fais partie de l'équipe numéro 1, quand ça va être à l'équipe numéro 2 de placer son bloc, l'équipe numéro 3, l'équipe numéro 4, avant que ça revienne à toi, il y aura 4 mois qui se sont écoulés. Donc, il y a un bloc qui est placé toutes les 10 minutes, mais chaque équipe a 3 mois pour placer le sien. Alors, tu vois-tu que je viens de te changer la donne? Oui. Hein? C'est ce petit détail-là qu'on oublie de nous dire. Ah, ben là, si chaque équipe a 3 mois pour déplacer son bloc, le soulever, le mettre en place, ben, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais si je te dis, il faut placer un bloc toutes les 10 minutes. Là, tu t'imagines une véritable fourmilière qui place des blocs. Oui, mais c'est pas un bloc toutes les 10 minutes par chaque équipe. C'est un bloc placé toutes les 10 minutes. Mais comme on a 10 000 équipes, ça prend 3 mois à revenir à ton équipe. Mais tu vois, moi, j'avais les informations que tu me donnes, je les avais, mais c'est la première fois que j'entends que c'était pas des esclaves. J'étais persuadé, moi, peut-être parce que c'est les films qui nous ont démontré que c'était des esclaves. Puis on a longtemps cru que c'était des esclaves. Hein? Faut quand même, là, sur le plan historique, on a longtemps cru que c'était des esclaves. Et là, ensuite, quand on a commencé à regarder les périodes de récolte, on regardait de quelle façon il y avait aux côtés des pyramides, on trouvait le camp des travailleurs. Et là, on voit de quelle façon ces gens-là étaient traités. On se dit, ils étaient traités avec décence, ils étaient traités avec respect. On n'est pas en présence d'une relation esclave et maître. Hein? C'est peut-être que t'as peut-être trop regardé Moïse. Ou Astérix et Obélix. Ouais, donc on a même dans des séries comme dans des films comme Moïse, on se rappelle, ce sont les Hébreux comme ça qui construisent les pyramides, puis ils les construisent à coups de fouet, puis là bon, mais c'est
c'est pas comme ça que ça se passait sur le terrain. Donc, il y a toutes ces données-là qu'on oublie de nous mentionner et qui rendent souvent ces chantiers-là à peu près impossibles. Mais c'est vrai qu'il y a des énigmes, faut pas se le cacher, les historiens sont encore à se questionner comment les Égyptiens montaient. C'est pas que c'est impossible, mais on essaie de trouver de quelle façon ils pouvaient monter, par exemple, la grande pyramide de Khéops. Elle a une hauteur de 147 mètres. Écoute, moi, j'y suis allé en Égypte, je les ai vus, les pyramides, c'est véritablement des montagnes construites c'est gros comme des montagnes, là. Quand tu es aux côtés de la pyramide de Khéops, c'est une montagne faite par des hommes. Ces blocs-là ne sont pas aussi énormes que Von Daniken, parce que Von Daniken dit que chaque bloc pesait 20 tonnes. Non. Les blocs de la base pèsent 20 tonnes, mais l'ensemble des blocs qui sont le corps principal de la pyramide pèsent à peu près 2 tonnes. Okay. Donc, c'est pas énorme si on considère des équipes de 10 hommes par bloc. Et surtout faut pas oublier que ces gens-là avaient des palans, des contrepoids pour soulever les blocs. Donc, ces gens-là étaient ingénieux. C'est sûr que les archéologues et les historiens ne savent pas comment on réussissait à monter des blocs à 147 mètres. Est-ce qu'on utilisait des rampes? Est-ce qu'on utilisait des cordes? Il y a toutes sortes on a imaginé toutes sortes de mécanismes dans lesquels on ne fait pas intervenir des extraterrestres. Des rampes avec de l'eau. On faisait monter de l'eau et le bloc était déplacé sur l'eau. On pouvait utiliser des contrepoids, des cordes, des traîneaux. Toutes ces techniques-là fonctionnent. Mais laquelle? Est-ce que c'est une de ces techniques-là qu'utilisaient les Égyptiens? Et si oui, laquelle ils utilisaient? Ça, on l'ignore. C'est ça qui reste à trouver. Il reste ça à trouver. Il reste également à savoir comment est-ce qu'on réussissait à concevoir le chantier, l'ingéniosité du chantier. Comment on pouvait savoir que lorsque le bloc numéro 1 ou de l'équipe numéro 1 était mis en place, il fallait passer au bloc numéro 2, et comment on avait une vision de l'ensemble du chantier. En fait, la construction des pyramides, moi je me rappelle, quand je suis allé là-bas, on faisait la série À la recherche des reliques saintes en 2008, et donc on était allé dans l'Horeb, qui est juste tout près d'ailleurs de l'Égypte, lorsque, selon la version biblique, Moïse a quitté l'Égypte après avoir franchi la mer Rouge. Ouais. Il est allé dans le désert du Sinaï où se trouve le mont Horeb. Et donc, on refaisait un peu le trajet de Moïse de l'Égypte au mont Horeb. Et quand je parlais avec les historiens, eux me disaient, le grand mystère de la pyramide, ce n'est pas sa construction, c'est l'organisation du chantier. Comment on réussissait à organiser, à contrôler ces gens-là de manière à ce qu'on puisse tous travailler main dans la main et construire un édifice de cette dimension-là. C'est remarquable. Dans une de tes chroniques, je me souviens pas laquelle, mais tu m'avais parlé, Christian, d'un détecteur de chaleur qu'on avait utilisé pour une certaine pyramide, puis on avait trouvé une chambre vide. Oui, en fait, c'est un nouveau projet qui s'appelle le projet Scan Pyramide. Ouais. Donc là, au moment où on se parle, c'est qu'on a ce qu'on utilise, c'est une sorte de projection magnétique et par laser sur certaines chambres de la pyramide, mais pas que la pyramide. On utilise les pyramides, mais il y a également des tombeaux égyptiens qui sont passés à la même analyse. Et ce que l'on a découvert, en particulier dans le tombeau du pharaon Toutankhamon, qui se trouve dans la vallée des rois, qui est sans aucun doute le tombeau le plus connu, parce que lorsqu'il a été découvert en 1922, c'est un archéologue du nom de Howard Carter qui a fait la découverte. Et quand il a trouvé le tombeau de Toutankhamon, c'est le seul tombeau d'un pharaon. Puis c'est un tout petit pharaon, le pharaon Toutankhamon, comparé à des grands pharaons comme Ramsès II, par exemple. Toutankhamon est tout à fait va à la cheville là, de Ramsès II. Et pourtant... Mais quand tu dis tout petit, au niveau de la puissance, au niveau de la renommée... de l'importance qu'il a eu dans l'histoire de l'Égypte antique, Toutankhamon est un petit pharaon, un pharaon de seconde zone. Mais les films l'ont fait beaucoup plus grand. Plus grand. Ouais. Mais tu as des grands pharaons, comme le père de Toutankhamon, Amenophis, était beaucoup plus grand que son fils. Il a fait des œuvres qui sont plus remarquables. Un pharaon, le plus grand pharaon d'Égypte demeure Ramsès II. Et malheureusement, lorsqu'on a trouvé les tombeaux de ces pharaons, ils avaient déjà été pillés. Généralement, dans les mois ou les années qui suivaient la mise en terre du pharaon, des pilleurs de tombes pénétraient à l'intérieur et s'emparaient des trésors. Le tombeau de Toutankhamon, en 1922, lorsqu'il a été découvert par Howard Carter, il a été le premier, et il demeure à ce jour, le seul tombeau d'un pharaon découvert sans avoir été pillé. Et les richesses à l'intérieur du tombeau étaient tout à fait remarquables. Alors, imagine-toi si les trésors du tombeau de Toutankhamon étaient remarquables, imagine-toi les richesses du tombeau de Ramsès II, à quoi ça devait ressembler. Donc, le tombeau de Toutankhamon, pour faire une histoire courte, a fait l'objet de cette même analyse du projet Scan Pyramide. Donc, on a passé au laser, à des échos sonores et des détecteurs de variation de température, le tombeau de Toutankhamon. Et là, on a découvert que l'un des murs du tombeau de Toutankhamon semblait
semblait laisser échapper plus de chaleur que les autres murs du tombeau. Ce qui laisse supposer que derrière, il y aurait un espace vide, rempli d'air, qui refroidirait, en fait, qui aiderait cette communication de chaleur. Ce qui laisse supposer qu'il y aurait une chambre derrière le tombeau. Et là, on se dit que peut-être que le tombeau de Toutankhamon aurait été construit sur le tombeau de sa mère, qui était Néfertiti. Et qui, elle, était une grande reine d'Égypte. C'était la Néfertiti, on lui attribue quoi, hein, comme histoire? Ben, Néfertiti, c'est quand même la femme de Aménophis, ouais. Et c'est également la mère de Toutankhamon. Et là, on se dit, est-ce que la mort de Toutankhamon, qui est mort assez jeune, hein, il est mort, il avait 19 ou 20 ans, est-ce que ça a été une mort soudaine et précipitée? Est-ce qu'on a décidé de précipiter la construction du tombeau de Toutankhamon et on aurait construit, en fait, le tombeau dans une chambre à l'avant du tombeau de Néfertiti? Donc, derrière, et le tombeau de Néfertiti n'a jamais été découvert. Alors, est-ce que cette chambre qui s'ouvre derrière le tombeau de Toutankhamon, est-ce que c'est l'antichambre qui mène au tombeau de Néfertiti? C'était sa beauté. C'était sa beauté qu'on lui attribuait. Néfertiti, on disait qu'elle était très jolie. Ouais. Alors, tu comprends que ça fait fantasmer les archéologues, même si beaucoup d'archéologues remettent sérieusement en doute cette perspective. Néanmoins, ça fait fantasmer les archéologues. Et là, au moment où on se parle, on est en train d'analyser l'information obtenue, s'assurer qu'on est bel et bien en présence, qu'il ne s'agit pas d'un artefact apparu durant l'analyse du tombeau. Et si c'est le cas, au cours du printemps, le ministère, le département des Antiquités égyptiennes compte percer un mur et envoyer une caméra de l'autre côté du mur pour voir s'il y a quelque chose. Et là, on serait peut-être à la veille d'une des plus importantes découvertes archéologiques. Est-ce que les momies ont été retirées de ces pyramides-là et est-ce qu'aujourd'hui on peut les visiter? Est-ce qu'on peut aller les voir? En fait, dans les pyramides, les momies qu'il y avait dans les tombes, dans les pyramides, n'ont jamais été retrouvées. OK. Donc, au moment où il y a eu le pillage des pyramides, les momies ont été détruites. Bon, mais c'est vrai qu'on a quand même des momies et on a notamment la momie de Ramsès II. Hein, et évidemment, Ramsès II n'est plus dans son tombeau. C'est la pyramide, pas la pyramide, pardon, mais la momie est visible au musée du Caire, comme d'ailleurs le tombeau de Toutankhamon. On a reconstruit à l'intérieur. Quand on visite le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois, on retrouve dans le tombeau, on a fait des ajouts, on a placé un sarcophage, une réplique du sarcophage, là où il était, mais tout ça, ce sont des copies. Les originaux sont conservés au musée du Caire, où là aussi on peut voir la momie de Toutankhamon. C'est peut-être incroyable de voir ça, avoir cette chance. Ouais, c'est tout à fait. C'est une expérience à vivre. Parfait. On embarque dans ta chronique si tu le veux bien. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. 670-9098, 670-9098, 1-877-440-2464. C'est la ligne sans frais. On passe la soirée avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal. On commence avec de nouvelles images disponibles de la zone Area 51. Oui, effectivement. Donc, cette zone 51, bon, évidemment, elle n'a plus de secret pour les amateurs d'OVNI, pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins férus de trucs sur les OVNI. Qu'est-ce que c'est que cette zone 51? C'est une base militaire qui se trouve sur les bords d'un lac asséché dans le désert du Nevada. Ça, le lac en question s'appelle le lac de Groom Lake, et ça se trouve à peu près à 3 heures au nord-ouest de Las Vegas. C'est vraiment au milieu du désert, là. C'est un no man's land. Et à partir des années 80. Donc, c'est une base qui est bien connue des spécialistes du domaine de l'aviation. Hein. C'est une base qui a été construite en 1952. Il y avait déjà eu une courte occupation. D'ailleurs, je fais tout de suite un aparté. Pourquoi zone 51? Alors, les gens vont se poser cette question-là. Ben parce que sur les cartes du ministère de l'Énergie aux États-Unis, on avait établi les endroits aux États-Unis où, si on faisait des expériences avec la bombe atomique, quels étaient les meilleurs endroits pour faire détonner une bombe atomique avec le moins de retombées ou de danger pour les populations locales. Donc, on avait établi des zones comme celle-là, et le désert du Nevada était séparé en zones. On avait la zone 50, la zone 51, la zone 52. Donc, tu as bien compris que la zone 51, c'est là où se trouve Groom Lake, et au côté, ben, tu as la zone 50, puis au côté de l'autre côté, tu as la zone 52. Donc, c'est simplement ça. C'est le nom de la zone sur les cartes du ministère de l'Énergie. Donc, cette base militaire a été construite là de façon officielle en 1952. C'est un consortium entre la compagnie Lockheed, l'US
US Air Force et la CIA. Et l'idée était de développer le premier avion espion. Donc, on a construit l'avion U-2 à l'ombre des hangars de cette fameuse base de Groom Lake. Et l'avion U-2 qui a été en service à partir de 1952, les Américains n'ont appris son existence qu'en 1960. Donc, l'avion volait depuis 8 ans. Il faisait des missions au-dessus de la Russie, photographiait la Russie, photographiait également Cuba. Et c'est vraiment parce qu'un U-2 a été abattu par les Russes en Russie en 1960. Il était piloté par un type qui s'appelait Francis Gary Power. Et c'est à ce moment-là, les Américains, en prenant leur journal le matin, apprennent qu'un de leurs avions espions, le fameux U-2, a été abattu au-dessus de l'URSS. Et pour 99% des Américains, c'est une révélation. On avait des avions espions et on ne le savait pas. Cet avion espion existait déjà depuis 8 ans. Et là, bien évidemment, depuis cette base de Groom Lake a grossi et on y a développé dans ces hangars. C'est devenu un centre important de développement en avionique. On y a construit le SR-71 Blackbird. On y a construit l'avion, le furtif F-117 Stealth Fighter, le bombardier B-2. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les amateurs d'OVNI. Non, il y a eu un écrasement d'OVNI à quelque part. À la fin des années 80, un type sort de l'ombre, un type qui s'appelle Robert Lazar. Type vraiment très mystérieux. Et là, Lazare, au début, il va faire des déclarations sous l'anonymat et éventuellement, il va se révéler. Ce Robert Lazare, il dit à peu près ceci. J'ai travaillé dans cette fameuse base de la zone 51 et il dit que son travail, à lui, comme ingénieur, était parce que les gens qui travaillent dans cette base-là, c'est tellement secret qu'ils se rendent d'abord à la base de la Nellis Air Force Base qui se trouve à Las Vegas tous les matins. Ils prennent un avion de là qui les amène à Groom Lake à 1 heure d'avion. Et là, ils travaillent toute la journée. Et arrive le soir, à la fin de leur quart de travail, ils reprennent un avion qui les ramène à la Nellis Air Force Base. Donc, c'est vraiment un aller-retour en avion. C'est curieux, tu sais, le type va travailler en avion chaque matin. Tu sais, il y en a qui prennent leur voiture, d'autres le transport en commun, eux prennent l'avion. À chacun son moyen de transport. Ouais, et là, voilà travailler. que ce type, Robert Lazare, dit, moi, je suis ingénieur. J'ai été embauché pour travailler sur cette fameuse base de Groom Lake. C'est un gars qui aurait étudié au MIT? Ouais, c'est ça. Il aurait travaillé au MIT. Il aurait étudié au MIT. Il aurait étudié également à la Caltech, la California Institute of Technology. Et là, il dit, moi, mon travail était de faire de la rétro-ingénierie, du reverse engineering, comme disent les Américains. Et là, il raconte une histoire fabuleuse. On l'a emmené dans des hangars. Et là, dans ces hangars, il y avait non seulement la fameuse soucoupe volante qui se serait écrasée à Roswell, mais il y avait 4 ou 5 autres ovnis capturés par les forces armées américaines au cours des décennies qui ont suivi. Ces ovnis-là, intacts, étaient conservés dans ces bases. Et lui, son travail, à Robert Lazare, était de déboulonner, de démonter ces engins pour voir quelle était la technologie derrière ça et de voir s'il n'était pas possible d'adapter cette technologie sur les appareils que développait le gouvernement américain. Alors, tu comprends que cette histoire-là, elle est fantastique. Ouais. Alors, immédiatement, des gens qui s'intéressaient à la question des ovnis se sont lancés dans le désert, ont pris leur voiture, sont allés jusqu'à Groom Lake. Évidemment, avant d'arriver, parce qu'à peu près 5 kilomètres avant d'arriver à la base, il y avait des guérites qui interdisaient d'y aller, mais il y avait quand même des montagnes tout proches. Ouais, toi, tu as déjà été, là. Oui, je suis déjà allé. Moi, j'ai passé en moto, puis j'avais vu j'ai une photo chez nous que je trouve magnifique, là, vraiment l'avertissement d'Area 51. Deadly Force Authorized. Ouais. Mais la guérite dont tu parles n'était pas la guérite originale, parce que ce qui est amusant, c'est qu'il y avait une guérite qui était à peu près à 5 kilomètres avant la base, et là, les amateurs d'OVNI allaient jusqu'à cette guérite-là, et là, il y avait des montagnes autour. Ils grimpaient dans les montagnes, et avec de puissantes jumelles ou des appareils photo avec des téléobjectifs, pouvaient voir les activités qu'on faisait sur la base de Groom Lake. Et là, ils voyaient des lumières dans le ciel qui scintillaient ou qui bougeaient de manière erratique. Et là, évidemment, on criait aux ovnis. Alors que les spécialistes en avionique, eux, disaient non, ce que vous voyez, c'est des avions, parce qu'il y a des millions, des milliards de dollars qui sont investis dans le développement en avionique. De voir quelque chose qui vole au-dessus de cette base-là, c'est tout à fait normal. C'est s'il y avait rien qui volerait au-dessus de la base qui serait inquiétant. Alors, et d'autant plus qu'ils disaient, ça c'est assez amusant, on est dans les années 80, les spécialistes en avionique disaient, ce que vous voyez, ces objets lumineux qui font des virages presque à 90 degrés, ce ne sont pas des avions, ce sont des drones. Les drones, à l'époque, existaient pratiquement pas. C'était vraiment
quasiment une légende, les drones. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on le voit avec la guerre du Golfe, l'utilisation des drones est devenue maintenant courante par les forces armées américaines. Ouais. Et où ont été développés ces drones? Dans la base de la zone 51. Mais à ce moment-là, quand les amateurs allaient dans la montagne avec des téléobjectifs et on suivait les activités, évidemment, les autorités américaines ont été informées de ça, hein, parce que bon, on retrouvait ça à la une des journaux, on trouvait ça dans des documentaires sur les ovnis. Alors les Américains ont acheté ces montagnes-là. Donc le gouvernement américain a acheté les montagnes qu'on appelait Freedom Ridge, donc la chaîne de Freedom. Ils ont acheté ça et ont reculé de 20 kilomètres la zone, les guérites de la zone 51. Donc c'est ces guérites que tu as vues. Oui. Et c'est derrière cette guérite, moi je m'amusais, où c'est marqué Deadly Force Authorized. Oui. Je sais pas si tu as vu les camionnettes qui sont stationnées, c'est comme des SUV qui sont toujours tout près. Et là, moi je m'amusais avec mes collègues. Je sautais de l'autre côté de la guérite. Et là, je disais, je suis dans la zone 51. Et là, je sautais à l'extérieur. Là, je disais, je suis en dehors de la zone 51. Et là, il y avait ces fameuses camionnettes qui nous surveillaient. Et après 5 ou 6 fois que j'ai fait ça, là, ils ont fait tourner un gyrophare avec une sorte de sirène, en voulant dire, écoute le petit comique, on t'a vu, t'as fait ton numéro, c'est beau. T'as pas ressauté? Non, là, j'ai dit à mes amis, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, écoutez les gars, qu'est-ce que vous penseriez si on décolle ici? OK. Est-ce qu'on a poussé un peu plus nos recherches sur Robert Lazar? Oui, ça c'est amusant parce que ce Robert Lazar, évidemment, il va faire la une de toutes les publications, magazines sur les ovnis. On est à la fin des années 80. Tout le monde ne jure plus que par ce fameux Robert Lazar. Mais malheureusement, des gens vont commencer à se questionner. Bon, d'abord, Robert Lazar, qui est-il? A-t-il fait ses études à la Caltech? A-t-il fait ses études au MIT? Là, en vérifiant, on s'aperçoit qu'il est inscrit à ni l'une ni l'autre de ces universités. Alors, quand on pose la question à Lazar, il dit, on a voulu m'effacer. Hein, les autorités américaines ont voulu effacer mes antécédents, ma formation académique. Bon, mais ça tient pas la route parce que je sais pas si vous êtes allé à l'université, mais tu sais, l'école, la classe de 1984, on a le livre de la classe de 84. C'est difficile de t'effacer. Et là tu dis il y a tous les étudiants qui ont eu leur livre de classe 1984, il y a pas un carré vide, tu sais, les Américains sont pas allés dans la maison, la CIA ou les services secrets ont pas été dans la maison de tous les anciens étudiants qui ont étudié avec Robert Lazar pour effacer l'image de Robert Lazar. Alors là, on se dit écoute, ça tient pas la route. Et là quand on parle de ça à Robert Lazar, il va sur le détail qui tue. On dit, OK, Robert Lazar, acceptons que les Américains, la CIA, a voulu faire disparaître tes antécédents académiques, mais est-ce que tu peux nous nommer des amis qui étaient avec toi à l'université? Je m'en rappelle pas. OK. Est-ce que tu peux nous nommer tes professeurs? Je m'en rappelle pas. Est-ce que tu peux nous nommer la belle blonde là, que tu sais qui t'aurait intéressé? Je m'en rappelle pas. Donc, Bob Lazar a de sérieux problèmes de mémoire lorsque vient le moment de répondre à des questions sur ses antécédents académiques. Et là, donc, on découvre que finalement, ce Bob Lazar est un menteur pathologique. Il s'est inventé une histoire. Et là, il y aura toujours ceux qui vont croire aux extraterrestres, qui vont croire à la théorie du complot, que Bob Lazar a été manipulé par les autorités américaines. Mais souvent, le détail qui tue, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Et dans le cas de Bob Lazar, ces curieux problèmes de mémoire laissent planer un sérieux doute sur le rôle qu'il a réellement joué dans cette histoire de la base 51. Faut dire que depuis, Robert Lazar a aussi été arrêté pour s'être livré à différents commerces ou des activités plus ou moins illicites. Il fait des feux d'artifice, lui? Ouais, d'ailleurs, il a vendu des produits chimiques, des produits d'ailleurs interdits à la vente. Il en a envoyé d'ailleurs par la poste. Il a été arrêté pour avoir utilisé le service postal pour pouvoir vendre notamment des substances radioactives. Il a même été arrêté au début des années 90 pour une histoire de proxénétisme. Oh. Donc, lui et un copain, apparemment, installaient des caméras derrière des miroirs sans teint dans des motels pour surprendre des gens dans des activités. Ils engageaient des prostituées pour ramener des hommes d'affaires, etc., mariés. Puis, donc, on faisait chanter après ça. Donc, c'est une histoire excessive qui est très malsaine, très sordide, dans laquelle Bob Lazar aurait été impliqué. Okay. Mais les films qui ont été faits sur Area 51, comme quoi il y a eu des écrasements d'extraterrestres, puis on rapatriait ça à cette base-là. Ouais, c'est ça. La zone 51, c'est devenu la base de Groom Lake, est devenue le fourre-tout de toutes les
patente bizarre du gouvernement américain. Donc, la machine à explorer le temps qu'on avait développée dans l'expérience de Philadelphie serait maintenant rendue là. La soucoupe de Roswell serait rendue là. Le USS Eldridge, le fameux bateau qui a inspiré l'histoire de Philadelphie, serait également là. Donc, c'est incroyable tout ce qu'il doit y avoir dans cette fameuse base de la zone 51. Donc, toutes les bizarreries que le gouvernement américain aurait en sa possession seraient stockées quelque part dans la zone de la base 51. Et là, j'en arrive à ma nouvelle. Oui. C'est quand même curieux que la base la plus mystérieuse et la plus secrète au monde soit aussi facilement visible depuis l'espace par les satellites et que Google Earth ou Google Maps puisse ainsi jeter un coup d'œil sur la base. Non, mais tu sous-estimes le pouvoir des services secrets américains. Ils ont pu rentrer sur cette base de données-là puis changer toutes les images. Une activité de désinformation. Donc, oui, c'est un peu ça la nouvelle, c'est-à-dire que Google Maps ou Google Earth produisent chaque année à peu près font des mises à jour de certaines régions du monde en fonction de nouvelles photographies satellites. Et là, on vient tout juste de remettre à jour le désert du Nevada. Et dans le désert du Nevada, il y a bien sûr cette fameuse base de la zone de la zone 51, la base de Groom Lake. Pour les gens qui nous écoutent ce soir, s'ils veulent voir où ce que c'est quand même relativement simple. Simplement tapez, vous ouvrez Google Earth ou Google Maps, vous tapez Groom Lake, G-R-O-M, Groom Lake, L-A-K-E. Puis là, on va vous donner différents Groom Lake et c'est celui qui est dans le comté de Lincoln au Nevada. Et là, vous cliquez là-dessus et on vous amène immédiatement au-dessus de cette fameuse base de la zone 51. Et là, évidemment, si on se rapproche, vous allez voir à peu près l'ensemble des installations. Et qu'est-ce qui est intéressant? Donc, ça faisait à peu près 5 ans que cette partie-là cette partie du Nevada n'avait pas été remise à jour. Et là, il y avait une rumeur qui voulait que, comme la base est devenue tellement célèbre et qu'elle fait l'objet de toutes sortes de curiosités, on avait dit, les autorités américaines vont ils vont fermer éventuellement la base, vont minimiser le travail qui se fait là et on va déplacer nos pénates dans une autre base ultra top secret quelque part aux États-Unis. Et une rumeur voulait que la nouvelle zone 51 serait quelque part au Maine. Tu l'as-tu essayé sur Google Maps? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as essayé d'y aller avec le piéton, là? Tu sais, le petit piéton que tu peux placer. Ça fait une soucoupe volante. Ça fait une soucoupe volante. Oui, Google a mis une petite soucoupe volante pour s'amuser. Donc, on arrive dans cette base de la zone 51. Et là, ben évidemment, ça va faire taire un peu ces rumeurs où on parlait de déplacer la zone 51. Parce que ce que l'on voit, si on compare aux photographies qui avaient été prises, les photographies satellites qui datent d'à peu près 5 ans, comparées aux nouvelles mises à jour de Google, on constate que la base, non seulement ne semble pas être en voie de cesser ses activités, mais au contraire, elle s'est agrandie et on a construit de nouveaux hangars, dont notamment un très important hangar près de la piste de décollage, parce que Groom Lake, c'est l'endroit où il y a la plus longue piste de décollage au monde. Donc c'est quand même, on la voit, elle traverse au complet le lac asséché. Et juste aux côtés de cette piste de décollage, on a construit un immense hangar qui fait quelque chose comme 65 mètres par 80 mètres. C'est énorme, là. On parle de 200 pieds de hangar. Et là, ben évidemment, la rumeur, qu'est-ce que l'on dissimule dans ces hangars-là? D'après les spécialistes en avionique, ces nouvelles constructions serviraient au stockage et à la construction de nouveaux drones. Et on parle même de la construction d'un bombardier. Et oui, j'ai bien dit un bombardier qui serait contrôlé à partir du sol en vision virtuelle. Donc, on aurait un pilote dans une cabine de pilotage, mais qui serait quelque part aux États-Unis. Ouais. Et avec casque et manette devant lui, il pourrait contrôler cet appareil, ce bombardier, qui pourrait être envoyé dans des missions à l'étranger. C'est ce qui se fait avec les drones actuellement. Voilà. Les militaires peuvent être aux États-Unis puis envoyer des missiles avec les drones. Absolument. En série actuellement. Oui. Et donc là, on remplacerait le drone par un véritable appareil complexe, un bombardier, et d'après les experts en avionique, les nouveaux hangars construits à la zone 51 serviraient justement au développement de ces nouveaux bombardiers. Intéressant. Oui. Très intéressant. Puis moi, ce que je retiens, c'est les gens qui réussissaient à s'approcher de la base Area 51 puis qui voyaient des choses voler dans les airs. Oui.
sais, aujourd'hui, on sait, quand on va voir quelque chose voler dans les airs, on va se dire, mais est-ce que c'est un drone? Parce que pour nous, c'est première nouveau. question qu'on va se poser, Ouais, c'est les ça. drones. Eux travaillent sur les drones depuis plusieurs années. Fait que nécessairement, c'est quelque chose que nous, on connaissait pas puis qu'on n'était pas habitué de voir. Puis là, on voyait des affaires qui ressemblaient à une soucoupe volante avec des lumières. Fait que c'est peut-être de là qu'est partie la fameuse légende. Et il faut bien comprendre que dans le cas de la base de la zone 51, on y a construit là les appareils de demain. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils voyaient dans les... faut pas voir, on se dit, bon, on allait là en 1989, mais ce que tu voyais en 1989 n'est devenu public qu'en 1993-94. On était vraiment à la fine pointe de la technologie. On développait les avions de demain. Et moi, je me rappelle quand les premières personnes, les premiers amateurs d'OVNI sont rendus là-bas, sur Freedom Ridge, ils regardaient vers la base de la zone 51. Ils disaient, on voit des lumières, et ces lumières-là, par exemple, font des zigzags dans le ciel, font des virages presque à 90 degrés. Donc, des performances aéronautiques qui seraient pas à la portée d'un avion. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, le débat, c'était que les experts dans le domaine de l'aviation répondaient à ça en disant, écoutez, le problème d'un virage presque à 90 degrés ou une accélération rapide avec un arrêt presque instantané, ce n'est pas hors de la portée de la technologie humaine, c'est hors de la capacité d'un pilote. Donc, on a la technologie pour construire un appareil comme ça, mais c'est le pilote à bord qui pourrait pas résister à ces accélérations, à ces virages très serrés. Mais si on parle d'un appareil sans pilote, alors là, il n'y a plus de problème. Mais évidemment, en 1989, tenir un discours comme ça, c'était avant la génération des drones. Donc, on avait l'impression qu'on parlait de n'importe quoi, mais pourtant, les années ont fait qu'avec les guerres qui ont suivi, on a vu se découvrir cette nouvelle technologie des drones, et c'est très certainement ce que les gens observaient à la fin des années 80. Et aussi banal, je pense que c'est à toi, je l'ai raconté, Christian. Moi, on a fait un party chez nous, puis on a envoyé des lanternes asiatiques dans les airs. Oui. Puis quelques jours plus tard, j'ai eu la chance de jaser avec un de mes voisins qui était un petit peu plus reculé dans le bois que moi, puis qui me racontait qu'il avait vu des affaires qu'il aimait pas ben dans les airs dans les derniers jours. Donc c'est ça. Lui, il était persuadé qu'il avait vu quelque chose là, de mystérieux. Ouais, de mystérieux, mais c'était des lanternes asiatiques qu'on avait envoyées dans les airs. Ouais, c'est souvent quand les gens parlent d'OVNI, quand les gens me parlent, ils ont observé des OVNI. Moi, la première question que je lui pose, c'est d'abord essayer de on peut pas tous faire des investigations, on n'a pas tous le temps et la logistique pour faire de grandes investigations, mais posez-vous la question, est-ce que ce que vous avez observé avait des mouvements aéronautiques vraiment très extraordinaires? Si les gens me disent écoutez, l'objet se déplaçait à une vitesse vertigineuse, il s'est arrêté, a fait un virage à 90 degrés et est remonté dans le ciel à une très très grande vitesse. Alors là, tu dis là, c'est visiblement quelque chose de mystérieux, d'exotique. Mais si la personne me dit, écoute, c'était une lumière, puis ça se déplaçait assez lentement dans le ciel, ça s'est déplacé de gauche à droite, et puis bon, il n'y a pas un mouvement aéronautique de très mystérieux là-dedans. Alors là, je me dis, écoute, si tu peux pas voir ce que c'était, mais on ne fait que juger à partir du mouvement aéronautique, effectivement, ça aurait pu être un drone, ça pouvait être des lanternes chinoises ou des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment regarder le déplacement de l'objet. Est-ce que vraiment ça cadre avec quelque chose de connu ou on est vraiment dans le domaine du fantastique? Alors là, on pourra porter un jugement, mais en dehors de ça, je pense que effectivement, il faut être très prudent avant de tirer des conclusions. Parfait. Prochain sujet, on parle d'une étoile qui est située dans la constellation du Cygne, puis je vais te laisser le plaisir de nommer cette étoile-là. Oui, effectivement, Christine. ce soir, je ferai pas plaisir à beaucoup d'amateurs. Je me ferai pas beaucoup d'amis. Donc, on a une étoile qui s'appelle le KIC 84-62-852. C'est un nom très, très exotique. C'est une étoile qui est située dans la constellation du Cygne. Donc, et tu le verras, ce n'est pas la porte d'à côté parce qu'on parle d'une étoile située à 1480 années-lumière de la Terre. Donc, je rappelle, parce que Laurence me disait juste avant d'entrer en onde que la lumière se déplaçait à 300 000 km/s. Exactement. Première chose que je te dis quand je te vois. Donc, quand on s'imagine... Donc, qu'est-ce que ça veut dire 1480 années-lumière? Ça veut dire, si on sait que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde, imaginez-vous la distance qu'elle peut parcourir en une année. 300 000 km/s. Et ça, c'est la distance de la Terre à la Lune, à peu près. Donc, elle fait cette distance-là en une seconde. Multipliez ça maintenant par 60 pour une minute, multipliez ça ensuite par 60 pour une heure, par 24 pour une journée, par année. Et là, faites le calcul. Et là, notre étoile dont je vous parle, elle est située à 1480 années-lumière de la Terre. Donc, c'est pas la porte d'à côté, c'est très loin. Okay. Et donc, cette planète-là pourrait être morte. Une étoile. Excuse-moi, cette étoile-là pourrait être morte. Puis nous, on va le savoir dans 1480 ans, effectivement. 1480 ans. Donc, et tu vois, cette étoile-là, on le sait, bon, que depuis Hubble, les Américains ont mis en orbite plusieurs
télescopes spatiaux qui ont révolutionné notre façon de voir le cosmos. Et les scientifiques qui étaient attachés à l'un de ces télescopes spatiaux, le télescope Kepler, ont remarqué que cette fameuse étoile, ce Kik, je reprends ma note, Kik 84 62 852. Je pense que t'en repères. D'habitude, t'aurais été capable de le dire sans regarder tes notes. Coup. Alors là, on avait cette étoile-là. Et ce que les scientifiques ont remarqué, c'est qu'elle avait de manière périodique, mais sans que ce soit soutenu, elle avait des variations dans sa luminosité. Ouais. Donc, on se dit, bon, est-ce que c'est une planète qui tourne autour de l'étoile et qui, évidemment, lorsqu'elle passe devant l'étoile, elle diminue légèrement. Mais si c'était le cas, ça se produirait toujours suivant une grille régulière. C'est pas le cas. Donc, de manière tout à fait irrégulière, soudainement, l'étoile se met à perdre, et c'est toujours à peu près la même chose. Elle perd un premier coup 15% de sa luminosité, et après ça, suivi d'un coup de 22%. Mais tout ça se fait de manière très irrégulière. Alors là, les astronomes ont essayé d'imaginer toutes sortes de modèles pour expliquer pourquoi l'étoile perd de la lumière, et comme elle n'y est pas arrivée, ben là, évidemment, c'était la porte à toutes sortes d'hypothèses, certaines tout à fait farfelues, et l'une d'entre elles qui a beaucoup alimenté l'intérêt des amateurs d'ovnis et des extraterrestres. Dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, là, ça a été une des photos les plus partagées. C'est l'histoire de la sphère de Dawson. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de sphère de Dawson? C'est une idée, en fait, c'est un concept tout à fait sorti hors de la science-fiction, qui est imaginé par un mathématicien au début des années 50, Freeman Dyson. Et lui, il imagine, il dit, écoutez, un jour, peut-être, les civilisations vont évoluer, la civilisation terrestre va évoluer d'une telle façon qu'il ne sera plus possible de vivre sur Terre. Et il faudra donc trouver un moyen alternatif. Et là, Freeman Dyson imagine une immense sphère, une planète artificielle dans laquelle les gens vivraient. Donc, on vivrait à l'intérieur sur les parois internes de cette fameuse boule qui tournerait comme ça dans l'espace. Un peu à l'image de la fameuse planète noire qu'on a dans Star Wars. Donc, un monde habité, une planète artificielle. C'est la sphère de Dawson. Alors là, des amateurs d'ovnis, d'amateurs d'extraterrestres, et aussi, il y a même des physiciens qui ont prêté foi à cette hypothèse. Est-ce que cette fameuse étoile qui perd de sa luminosité, est-ce qu'elle perdrait de cette luminosité parce qu'il y aurait autour une de ces fameuses sphères de Dawson, et comme cette boule ne tourne pas toujours à la même rapidité, c'est donc elle qui diminuerait l'intensité de l'étoile. Alors, évidemment, ça fait fantasmer. Imaginez, et ça a tellement fait fantasmer que l'automne dernier, le projet SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, donc qui est un programme très sérieux, qui est en partie commandité par la NASA, ont tourné et qui cherche des signaux radio extraterrestres dans l'espace, ont même tourné pendant 2 semaines leurs antennes vers cette fameuse étoile, en se disant, est-ce qu'on va capter un signal qui pourrait rajouter à l'hypothèse qu'on est en présence soit d'une sphère de Dawson ou d'une super construction, une superstructure extraterrestre. Malheureusement, on n'a rien entendu. Alors là, déjà, premier point faible. Et là, voilà que tout récemment, une équipe de scientifiques qui planchait là-dessus, en fait, la semaine dernière, ont émis une nouvelle hypothèse dans laquelle on suppose que cette diminution de la luminosité de l'étoile pourrait être due à simplement des débris autour du Soleil. Un peu comme, par exemple, quand on regarde la planète Saturne, les fameux anneaux de Saturne sont composés de millions et de millions de petits blocs de pierre et de glace qui sont en orbite autour de la planète et qui forment ces fameux anneaux. Alors, on s'imagine autour de ce fameux Soleil, ce fameux Kik 84 62 852, est-ce qu'il y aurait des étoiles, des planètes qui auraient explosé autour de l'étoile et qui auraient formé une sorte de ceinture d'astéroïdes qui graviterait autour du Soleil et qui entraînerait de manière, puisque ces blocs-là ne se déplacent pas tous à la même vitesse, s'entrechoquent entre eux, donc transforme un peu la structure de l'anneau et provoquerait ces fameuses diminutions de luminosité. Donc, malheureusement, une nouvelle hypothèse qui tient assez bien la route, mais qui malheureusement renvoie les extraterrestres fait sortir les extraterrestres de l'équation. Et j'imagine que le Journal de Québec et le Journal de Montréal reprendront pas ton hypothèse à toi. Parce qu'elle est beaucoup moins exotique quand même. Ah oui, tu penses qu'il... Ah oui, je suis convaincu. Ah oui? Oui, absolument. Non, pourtant. L'hormone de Dieu maintenant. Laurence, c'est quoi l'hormone de Dieu, tu penses? Bonne question. Écoute, je m'adresse à toi, Yannick, et je m'adresse à toute la gente masculine qui ce soir sont à l'écoute. Dans vos ébats amoureux, messieurs, avez-vous déjà eu en plein milieu de votre relation l'envie, comme ça, de prier et de vous en remettre à Dieu? Moi, de mon côté, non.
Si tu m'avais dit oui, il aurait fallu que tu racontes. Moi non plus, même si dans mes ébats, il m'est déjà arrivé de dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais moi, c'était plus dans mon adolescence, là. Non, pas de suite, pas de suite. S'il vous plaît, Seigneur, pas de suite. Faut que je dure plus longtemps. Les 20 plus belles secondes de notre existence, finalement. Alors, en fait, l'hormone de Dieu... On les gâtait en 20 secondes dans le temps. Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Ou même, c'est parce que, en fait, cette hormone de Dieu, elle s'appelle l'ocytocine. Oh. Et écoute bien ça, c'est tout à fait extraordinaire. Ça vient tout juste d'être publié dans le très sérieux Journal of Social, Cognitive and Effective Neuroscience. Hein? Et donc, l'article en question, avec un titre très accrocheur, les effets de l'ocytocine sur la spiritualité et la réponse émotive à la méditation. Ça, c'est le titre de l'article. Mais ce qu'on apprend là-dedans, c'est quand même assez incroyable. L'ocytocine, que l'on appelle également l'hormone de la caresse, est une hormone qui est sécrétée, en fait, par l'hypothalamus et elle est stockée dans l'hypophyse. Et au besoin, elle est libérée dans le sang. Et là, ce que l'on découvre, on a fait des études, et ce que l'on découvre avec l'ocytocine, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs à l'Université de Duke, en Caroline du Nord. Ils ont découvert que l'ocytocine n'agit pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, lorsque l'ocytocine est sécrétée et envoyée dans le sang, ça se produit généralement soit durant l'accouchement ou durant les périodes d'allaitement, et ça crée une sorte de lien émotif, ça ajoute au lien émotif entre la mère et l'enfant. Et donc, c'est beau. Mais chez les hommes, curieusement, et uniquement chez les hommes, ça ne se produit pas chez les femmes, uniquement chez les hommes, durant les ébats amoureux, le cerveau émet cette ocytocine, et cette ocytocine chez les hommes les amène à une sorte de regain de spiritualité et de bondieuserie. Ben voyons. Mais ils sont-tu conscients que ça leur arrive? Non, pas du tout. OK, donc, fait admettons que vous auriez pu avoir envie de prier Dieu sans jamais le savoir en plein milieu d'un mon Dieu, comment ça se fait que j'ai comme ce soudain, dans mes ébats, j'ai ce soudain regain de spiritualité. Ben voilà, donc on a fait cette étude et effectivement, l'ocytocine chez les hommes crée cette envie de spiritualité et l'ocytocine est laissée et produite de cette manière-là et lancée dans le sang au moment des ébats amoureux et crée tout ça. Et ça ne se produit que chez les hommes, donc pas chez les femmes. Alors la grande question, est-ce que les hommes seraient des êtres plus spirituels que les femmes? Ben écoute, la journée où j'aurai trouvé un partenaire qui, à la fin d'une relation, va me réciter le Notre Père, je me poserai la question. Tu te poseras la question. Mais s'il se met à genoux devant toi, ça peut être autre chose. Et pas forcément l'ocytocine. Non, voilà. Non, mais c'est quand même une étude qui est tout à fait incroyable et qui nous montre bien comment, de manière inconsciente, notre cerveau va dicter, en fait, nos émotions, notre besoin de spiritualité, etc. Et là, de manière tout à fait incongrue par cette nouvelle étude lors des ébats amoureux. OK. C'est intéressant, ça. Je savais pas pourquoi que j'avais une petite pensée comme ça. Mon Dieu, pas de suite. Je verrai plus jamais ma prochaine relation de la même façon. Là, t'es-tu en train de prier Dieu dans ta tête puis je le sais pas? C'est ça. T'es-tu en train de sécréter de l'ocytocine puis tu me dis pas? Dieu en dehors de ça, je le vois, là. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Quand les filles sont en train de se déshabiller, ils comprennent maintenant pourquoi les gars disent « Oh mon Dieu ». Mon Dieu. Oh mon Dieu. D'où Jésus. On me demande si tu sais quelque chose des phénomènes des Foo Fighters qui auraient été observés par les Alliés et des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça c'est une histoire qui est très fascinante. En fait, on est à la genèse du phénomène des ovnis. Hein. Les ovnis, c'est parce que on peut remonter là jusque dans l'Antiquité pour trouver des récits de gens qui observaient des trucs bizarres dans le ciel. Mais si on parle de l'ère moderne, les ovnis arrivent. On s'est entendu de manière un peu comme on établit dans l'histoire que la naissance de Jésus sera l'an 0, le moment où on va calculer l'histoire en fonction de avant ou après Jésus-Christ. Dans le cas des ovnis, on s'est entendu sur un événement le 24 juin 1947, un pilote civil américain du nom de Kenneth Arnold va observer 9 objets mystérieux au-dessus du mont Rainier et il va en parler à la presse et la presse va s'emparer de cette histoire-là et créer le terme soucoupe volante. Donc c'est à partir de l'observation de ce Kenneth Arnold, on est le 24 juin 1947 et dans le domaine des ovnis, on considère cette observation comme le point de départ. Hein, l'an 1, l'observation 1 de l'an 1, c'est celle-là.
Okay. Mais c'est vrai que durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Alliés étaient au-dessus de l'Europe et qu'on se battait contre les appareils de la Luftwaffe allemande, les pilotes des Alliés racontaient que parfois, ils avaient vu leurs avions entourés par des boules lumineuses et qui semblaient parfois être guidés ou suivre leurs appareils. On avait l'impression que ces boules lumineuses répondaient à une mécanique, à une intelligence. Alors évidemment, même les Alliés avaient appelé ça les Kraftfeuerball, en disant les boules de feu allemandes, parce qu'on était persuadé que c'était les Allemands qui avaient développé ça, que c'était une arme allemande. Faut savoir aussi que les Allemands avaient quand même un pas de plus que les Américains ou les Alliés sur la technologie. Ils avaient développé la fusée U-2 qui avait bombardé, malheureusement, il faut pas se le cacher, si les Allemands avaient mis au point le U-2, le V-2 avant la fin de la guerre, comme c'est arrivé, probablement que l'issue aurait été différente. Mais comme le V-2 allemand, donc une fusée qu'on pouvait lancer d'Europe et qui tombait sur Londres et qui en fait a détruit partie des grands quartiers de Londres, ce fameux V-2 est arrivé trop tard dans la guerre pour en changer l'issue. Mais déjà là, on savait que les Allemands avaient un solide pas d'avance en termes de technologie sur ce qui se faisait chez les Alliés. Alors ces fameuses boules de feu qui entouraient les avions, on s'est dit, est-ce que ce serait des armes allemandes? Alors c'est ce qu'on pensait, mais curieusement, on a découvert après la fin de la guerre, quand on a commencé à fouiller dans des archives allemandes, on a découvert que les pilotes de la Luftwaffe allemande avaient également observé au-dessus de l'Europe ces fameuses boules lumineuses et que eux croyaient que c'était des armes des Alliés. Donc, en fait, ça ne venait ni des Allemands, ni des Alliés, et on a baptisé ça les Foo Fighters. Donc, ce sont des fameuses boules de lumière qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, auraient accompagné certains avions. Il y a eu de nombreux articles parus dans la presse à cette époque, mais on n'a jamais vraiment trouvé d'explication rationnelle à ce phénomène. Évidemment, les physiciens ont proposé, on disait peut-être que durant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que les avions, il y avait une friction dans l'air qui créait une sorte de statique et qui pouvait peut-être entraîner des phénomènes lumineux de cet ordre-là. Malheureusement, ça a duré durant une période. Les appareils n'ont pas tellement changé. Alors pourquoi ces boules-là apparaissent-elles aux alentours de 1942-43 et elles vont soudainement disparaître au lendemain de la guerre? On n'a jamais pu expliquer ça de manière rationnelle. Donc c'est l'histoire des Foo Fighters. Il y a même un groupe de musique, je crois, qui s'appelle les Foo Fighters, préféré. qui a repris en fait cette histoire-là des Foo Fighters. Mais c'est une histoire, effectivement, c'était des boules lumineuses qui ont accompagné les avions sur le terrain de la Deuxième Guerre mondiale et on connaît pas leur origine. Mais il y a bon nombre de ces observations-là qui ont été faites par des pilotes de l'air. Entre autres, des pilotes de l'armée américaine. Ouais. En fait, ces boules lumineuses étaient essentiellement rapportées par des pilotes. Ouais. Et c'est ce qui rend ces observations d'autant plus intéressantes. Et moi, je le dis encore, même aujourd'hui, je considère que les observations rapportées par des pilotes, que ce soit des pilotes civils ou militaires, ce que l'on appelle dans le domaine des ovnis les dossiers aéronautiques, pour moi, ce sont les dossiers les plus intéressants. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les pilotes, ce sont de bons observateurs. Ils sont pas à l'abri d'une erreur. Faut quand même s'entendre. Ils sont pas à l'abri d'une erreur, mais ce sont de bons observateurs. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans le cas des observations des dossiers aéronautiques, c'est que l'observation est rapportée sur le vif. C'est-à-dire que ce ne sont pas des témoignages qu'on va récolter 3 ou 6 mois ou 1 an après, parce qu'on sait que le témoignage, plus on attend, plus le témoignage se colore. Mais généralement, quand les pilotes observent ces phénomènes, ils vont communiquer avec la tour de contrôle. Et là, donc, on a l'enregistrement, donc les échanges entre le pilote et la tour de contrôle en disant, je suis le vol numéro machin, je me trouve à tel endroit, est-ce que, tour de contrôle, est-ce que vous avez un objet qui se trouve, par exemple, à notre gauche, à tant de kilomètres, tour de contrôle, non, on n'a rien, décrivez-nous l'objet. Et là, les pilotes disent, c'est une boule lumineuse qui fait ceci, qui fait cela, on décrit les comportements. Donc, on a un enregistrement sur le vif de ce qui est observé. Et si besoin est, on a accès aux données télémétriques de l'appareil. On sait à quelle vitesse l'avion se trouvait, on connaît son orientation, on a bien sûr ces échanges qui ont été enregistrés. Donc, on a un dossier excessivement complet, très détaillé et d'autant plus un dossier qui a été rapporté par des observateurs chevronnés. Donc, les dossiers aéronautiques m'apparaissent comme étant les meilleurs dossiers et qui plus est, dans le cas où ces observations, le pilote a si le pilote croit à un moment donné que la vie des passagers a été menacée ou que ce mystérieux objet est passé trop près de l'avion, il existe une sorte de procédure dans le domaine de l'aviation qu'on appelle le air miss, la quasi-collision. Donc, le pilote fait une espèce de plainte, il remplit un rapport de air miss. C'est une déclaration obligatoire. Une déclaration obligatoire et qui va entraîner une enquête. Et l'enquête sera menée par les services fédéraux. Mais quand on parle d'une enquête menée par les services fédéraux, il faut quand même penser ici au Canada, c'est le Bureau de la
sécurité dans les transports. Oui. Aux États-Unis, c'est le NTSB, le National Transportation Safety Board, et on connaît les gens qui travaillent dans ces départements, hein, dans ces centres. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour faire la promotion des extraterrestres. Ce sont pas là des gens qui parlent de petits bonhommes verts, de secours volantes. Ces gens-là sont là pour s'assurer de la sécurité des passagers. Et on le sait, lorsqu'un avion s'écrase, on connaît le professionnalisme de ces gens-là. Ils sont en mesure souvent de reprendre un avion qui est complètement réduit en pièces détachées à des débris à peine plus grands qu'un paquet de cigarettes. Ils vont reconstruire l'avion au complet dans un hangar pour finalement nous dire, voici, il y a eu court-circuit à tel endroit qui a entraîné la destruction de l'avion. Donc, on ne remet pas en doute la qualité et le professionnalisme de ces gens-là. Et quand un pilote, par exemple, fait cette déclaration d'un air miss et qui entraîne une enquête et que ces mêmes enquêteurs professionnels viennent nous dire après 3 ou 6 mois d'enquête, écoutez, ce que le pilote raconte avoir vu, on n'a pas trouvé ce que c'était. Ces gens-là ont accès à toutes les banques de données, autant de l'armée que de l'aviation civile. Ouais. Donc, ils peuvent vérifier à peu près tout ce qu'ils veulent. Ils ont accès aux données, aux boîtes noires, aux communications. Ils ont accès à tous les relevés radars. Et quand ils nous disent, écoutez, on sait pas ce que c'était. Moi, je me rappelle un cas que j'ai enquêté personnellement. J'ai eu la chance d'être j'étais en Angleterre à ce moment-là. J'ai rencontré les pilotes. C'est un appareil de la British Airways, un 737 de la British Airways, qui se prépare à se poser à l'aéroport de Manchester. On est en 1994. Et comme l'appareil s'apprête à se poser sur la piste, les pilotes me racontaient, on reçoit le feu vert de Manchester, on est en train de descendre avec le 737, et soudain, on est dépassé par un sapin de Noël volant. Donc, c'est un peu ce qu'il raconte. Les pilotes ont dit, écoute, ben chanceux. Les pilotes disent, écoute, cet objet venait de derrière nous, donc on l'a pas vu arriver. On est aux commandes, on voit les lumières de la piste, et soudain, cet objet-là passe au-dessus de nous. Il est passé si près que les deux pilotes m'ont raconté, on s'est entré la tête dans les épaules tellement on a eu peur de la collision. Et ce fameux objet, ils l'ont décrit. Écoute, c'était triangulaire. Il y avait des lumières tout le tour de ça. C'était beau. L'objet est passé devant nous. Il était très, très près. Il n'y avait aucun mouvement dans l'air, aucune perturbation. Notre radar de bord n'a absolument rien enregistré. Il n'y a eu aucune conséquence sur nos appareils de bord. Cet appareil-là s'est placé devant nous et il s'est éloigné pour finalement disparaître dans l'obscurité sans provoquer la moindre perturbation ou turbulence. On n'avait jamais rien vu de semblable, on n'a jamais rien vu depuis, c'était vraiment extraordinaire. Les deux pilotes de la British Airways ont fait une déclaration de ce fameux air miss. Il y a eu enquête par les services de la sécurité dans les transports du côté du gouvernement britannique. Et après des mois d'enquête, ils n'ont pas trouvé d'explication à ce fameux arbre de Noël volant. Mais c'est quand même une histoire qui est tout à fait incroyable. Le rêve d'une vie. Ouais. Quelle était donc la nature de cet objet? Ben, j'en ai pas la moindre idée. C'est un dossier extraordinaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que les pilotes ont pas le choix de le déclarer. Non, absolument. Mais t'imagines les deux dans la cabine? Ouais. Est-ce qu'on le dit? Oh, on le dit pas. D'ailleurs, tu vois, il y a une scène, ça nous rappelle une scène célèbre du film La rencontre du troisième type. Je sais pas si tu te rappelles, presque au début du film, à un moment donné, on est, si ma mémoire est bonne, à l'aéroport de Cincinnati. Et là, il y a soudainement cet échange entre la tour de contrôle et un pilote qui voit quelque chose. Il dit, bon, vol machin, je vois ceci, le tour de contrôle. Et à la toute fin, on entend le contrôleur aérien qui dit, OK, vol 223, est-ce que vous voulez remplir un rapport? Et là, t'entends les pilotes répondre négatif. T'sais, donc on voit, il y a cette peur, cette crainte d'être pris un peu pour un fou si on rapporte une information comme celle-là. Mais dans le cas du vol, le 737 de la British Airways, comme l'objet a pratiquement failli télescoper l'appareil, les pilotes n'ont pas eu le choix que de faire un rapport et bien sûr l'enquête qui a suivi. Les ballons météorologiques, là. Oui. Les pilotes sont habitués de voir ça. Oui, absolument. Fait qu'ils sont formés pour reconnaître un ballon. Mais encore une fois, les pilotes ne sont pas à l'abri d'une erreur d'interprétation. Je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, je me trouvais avec, et là ça fait bien de dire ça dans une conversation, mais je me trouvais avec Gordon Cooper. Gordon Cooper, c'est un des astronautes qui a fait partie des vols Mercury, l'un des pionniers des vols dans l'espace. Et Cooper a spontanément avoué, publié des récits selon lesquels, bon, durant la Deuxième Guerre mondiale, à une ou deux reprises, il a été confronté à des trucs un peu de type ovni. Et au moment où je discutais avec Gordon Cooper, je me trouvais à Los Angeles, on parlait de ça, et Cooper me raconte une anecdote. Il dit, écoute, à un moment donné, durant la guerre de Corée, j'étais sur un P-51, donc un appareil excessivement performant à l'époque, et là, soudain, il dit, je vois une lumière dans le ciel. Et là, je me dis, je crois que c'est l'une de ces fameuses soucoupes volantes dont on parle dans la presse.
Alors, je me lance à l'assaut de cette lumière. Et là, je monte, je grimpe en altitude. Et là, cette lumière-là, plus je m'approche, plus j'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Donc, je mets les gaz à fond. Et là, je m'approche. Et là, je me dis, à un moment donné, je vais arriver au côté et je vais bien voir ce que c'est. Je vais pouvoir le détailler. Et il dit, au moment où j'arrive à côté, je m'aperçois que ce n'est rien d'autre qu'un simple ballon-sonde. Donc, même un pilote chevronné comme Gordon Cooper, qui éventuellement est devenu l'un des pionniers de l'ère de l'espace, même Gordon Cooper a pu être abusé par un ballon-sonde. Donc, ne jamais sous-estimer, même les pilotes ne sont pas à l'abri d'erreurs, et Gordon Cooper en a un bel exemple. Parce que c'est des ballons qui montent, puis rendu à une certaine hauteur, le ballon éclate. Oui. Et là, la sonde tombe, et là, il y a un parachute, voilà. Et le ballon, quand on le lance du sol, il y a de l'air dans le ballon, mais ça ressemble à un gros cornet de crème glacée. Oui. Hein, ça a la forme d'un cône. Mais plus il monte en altitude, plus ce cône devient une boule, parce que l'air se raréfiant, le ballon prend de l'extension, et lorsqu'il est à 20 ou 30 000 pieds d'altitude, là, c'est vraiment une grande sphère. Et les gens s'imaginent, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent ce soir, quand je parle de ballon, ils s'imaginent un ballon qui fait 3 ou 4 mètres de diamètre, là. Non. Quand on parle d'un ballon stratosphérique, là, on parle d'un ballon gros comme la Tour Eiffel. C'est pas un ballon de plage, là. Un ballon stratosphérique, c'est gros comme la Tour Eiffel. Donc, imaginez un ballon comme celui-là en l'air. Ben, c'est gigantesque. Ben oui. C'est énorme. Et ces ballons-là, souvent, parce qu'il y a des équipes au sol qui vont les suivre pour pouvoir récupérer les appareils télémétriques. Et souvent, ces ballons-là sont équipés de projecteurs qui éclairent la surface du ballon, qui est très réfléchissante. Ouais. Et là, ben, évidemment, pour un observateur non aguerri, tu vois une espèce de cône lumineux dans le ciel qui s'éloigne. Il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Bon. Mais effectivement, les ballons sondes, les ballons stratosphériques, à cause de leur dimension, à cause du fait souvent qu'ils sont éclairés par des projecteurs, sont peut-être l'un des objets les plus souvent confondus avec des ovnis. Christian, est-ce que tu me permets de faire une courte pause? Absolument. Ça va te donner l'occasion de prendre un peu d'eau, cher ami. On est avec Christian Page, il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Allez faire un tour sur son site web, christianpage.ca. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Écrivez-nous sur le live à radiox.com ou encore téléphonez-nous. Laurence aime beaucoup parler au téléphone et prendre vos questions. 88-670-9098, 88-670-9098 ou encore la ligne sans frais 1-877-440-2464. Je sais que, parce que je reçois les messages, là, beaucoup de gens de Montréal nous écoutent. On les salue. Bienvenue à Québec, les amis. Marceau, le soir. Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Wow, Marceau, le soir. Radio X. 21h40, on vous souhaite de passer un excellent vendredi à notre antenne. Laurence va être en shape à partir de lundi. Mais je suis en shape, là, c'est juste les petits restants de tout, là. Ce soir, on est avec Christian Page, il est avec nous jusqu'à 22h, donc jusqu'à la fin de l'émission. Des auditeurs qui ont téléphoné, qui ont posé des questions, Laurence? Oui, écoute, commencer avec un auditeur qui a appelé tantôt, il voulait savoir le triangle des Bermudes. OK. Ça existe-tu vraiment? Dans les années 80-90, là, on voyait C'était un sujet populaire. C'était l'enfer. Ouais, le triangle des Bermudes. Bon, est-ce que le triangle des Bermudes, il existe? Donc, de manière, disons, factuelle, géographiquement, oui, il existe dans la mesure où c'est une zone océanographique qui est immense. Hein, c'est des milliers de kilomètres d'océan. Ça va. Essayons d'imaginer si vous avez une carte à peu près là du sud des États-Unis et des Caraïbes. Imaginez tracer un triangle dont les côtés se réuniraient. Miami, par exemple, les Bermudes, l'île de Porto Rico et l'île de Porto Rico retour sur Miami. Donc, c'est à peu près cette zone océanique. Et là, on raconte que des bateaux, des avions auraient disparu mystérieusement dans cette zone de l'océan. La disparition la plus célèbre se passe le 5 décembre 1945. On a ce jour-là un escadron de 5 bombardiers, des TBM-3 Avenger, qui décollent en début d'après-midi, il est à peu près 14 heures. Cet escadron doit aller vers les Bermudes, pas vers les Bermudes, vers les Bahamas. On le sait, il y a tout un chapelet d'îlots qui sépare la Floride des Bahamas. Et là, on a placé la vieille carcasse d'un navire. Ces avions doivent procéder à une manœuvre de bombardement, faire une grande loupe et revenir finalement à la base de Fort Lauderdale.
et les appareils décollent. La première partie de l'opération se déroule sans problème, mais comme on est le 5 décembre 1945, on est un peu avant les fêtes de Noël et les pilotes reçoivent une prime qui est calculée sur leur temps d'heure fait en vol. Alors évidemment, le chef de l'escadron, puis là, écoute, on n'est pas ici en présence de pilotes chevronnés, là. Faut quand même le préciser parce que il y a toutes sortes de rumeurs qui ont été racontées à propos de cette histoire-là où on a déformé les faits. On a d'abord le chef instructeur, un type qui s'appelle Charles Taylor. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, mais c'est un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Donc, il était cantonné juste avant, quelques jours avant, il était cantonné à la base militaire qui est située du côté des Key West, en Floride. Là, donc, il vient d'arriver à la base de Fort Lauderdale. Quant aux autres pilotes sur les autres appareils, ce sont tous des élèves pilotes. Donc, c'est vraiment une mission d'entraînement avec des élèves pilotes. Donc, la première partie de l'opération se passe relativement bien. Taylor propose à ses jeunes élèves, est-ce que vous voulez continuer à voler puisque les avions ont encore 2 heures d'autonomie de vol? Est-ce que vous voulez continuer à voler? Vous allez pouvoir augmenter votre prime de Noël. Alors, qui dirait ça à de jeunes pilotes? On dit oui. Et là, c'est là que la catastrophe va se produire. À un moment donné, Charles Taylor communique avec la tour de contrôle de Fort Lauderdale. Il dit qu'il a l'impression qu'il s'est complètement perdu, que son compas est déréglé, il sait plus où il se trouve. Il va même jusqu'à ajouter, je crois que nous sommes au-dessus des Key West. Alors là, évidemment, on se dit, comment peut-il voler à l'est de la Floride, de Fort Lauderdale, et se retrouver complètement à la pointe sud de la Floride, qui serait les Key West. Alors là, il y a comme tout le discours devient excessivement chaotique, et finalement, les 5 appareils ne reviendront jamais. Donc, l'armée américaine, la US Navy, perd ce jour-là 14 pilotes sur 5 bombardiers Avenger. On va envoyer des équipes de secours et par une étrange fatalité, l'un des appareils de secours lancés à la recherche des Avengers, un gros Martin Mariner, qui est un appareil pour faire du secourisme en océan, ce gros hydravion va à son tour disparaître. Alors là, écoute, on vient de perdre le même jour 6 avions dans la même région océanographique qui va devenir le fameux triangle des Bermudes. D'ailleurs, c'est amusant, je fais un petit aparté. Si vous allez aujourd'hui sur l'ancienne base militaire de Fort Lauderdale, qui est devenue maintenant l'aéroport de Fort Lauderdale, il y a un très très beau monument. On voit une hélice d'un bombardier Avenger qui est montée sur une plaque, sur un monument en béton, et sur lequel il y a une plaque, et on le dit textuellement sur la plaque. Ce monument est dédié à tous ces pilotes disparus dans le triangle des Bermudes, on le mentionne, et on fait référence à cet escadron, le fameux vol 19. Donc, oui, il y a des disparitions étranges qui sont survenues dans cette région de l'océan. Mais est-ce vraiment des disparitions étranges ou des disparitions insuffisamment documentées? Moi, quand je suis allé mener mon enquête sur cette histoire-là, les gardes-côtes de Fort Lauderdale m'ont amené dans le triangle des Bermudes. Écoute, c'est la cour arrière chez eux, là. Ils travaillent là-dedans tous les jours. Et là, ils me racontaient toutes sortes d'histoires, comment des gens, des mauvais marins s'engagent sur l'océan. Puis on le sait, c'est une région du monde où les conditions météorologiques sont très changeantes. Très rapidement, des ouragans, des tempêtes tropicales peuvent se développer. Et là, un bateau mal équipé va se retrouver là-bas. Les triangles des Bermudes, pour en faire une histoire courte, c'est un peu, Yannick, je te dirais, est-ce qu'on peut trouver une explication unique à tous les accidents de la route qui se sont produits sur l'autoroute 20 au cours des 20 dernières années? Est-ce que tu peux trouver une explication unique? Et c'est ça le secret du triangle des Bermudes. Les amateurs du triangle des Bermudes, les vendeux, les pelleteux de nuages, comme je dis, ils essaient de nous amener à une explication unique pour toutes les disparitions. Le bateau machin qui est disparu, l'escadron des bombardiers, tel autre bateau. Attends une minute. C'est exactement comme vouloir trouver une explication unique à tous les accidents de l'autoroute 20. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque incident doit être pris isolément. Et là, très rapidement, si on prend les accidents sur l'autoroute 20, on va découvrir qu'un accident a été dû à l'alcool au volant. Un autre, ça a été dû à, par exemple, un bris mécanique. Un autre, à la vitesse. Le triangle des Bermudes, c'est exactement ça. Premièrement, il n'y a pas plus au prorata de disparition dans cette région-là du monde que partout ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est très clair, il n'y en a pas plus là qu'ailleurs. Quant aux disparitions, chaque disparition, si on la prend isolément,
généralement, on va réussir à trouver une explication. Dans le cas des bombardiers Avenger, par exemple, la US Navy qui avait mené l'enquête a conclu à une erreur de pilotage. À un moment donné, c'est faux. Les compas et les radars de l'équipage n'étaient pas défectueux. Mais lorsque Taylor, qui venait de Fort Lauderdale, a confondu les îles des Bahamas aux Everglades, pas aux Everglades, mais aux Key West, on comprend que là, il a cru qu'il était au sud de la Floride. Et quand il regardait son compas qui lui indiquait la bonne direction, il lui disait « Vous volez vers l'ouest ». Mais Taylor était convaincu qu'il volait au sud. Donc, il en a conclu que son compas était déréglé. Et à partir de là, a commis toutes sortes d'erreurs qui a entraîné finalement tout l'escadron plus au large et les appareils épuisés de carburant ont tous craché dans l'océan. Donc, dans le cas des bombardiers Avenger, visiblement une erreur de pilotage. Dans l'histoire du bateau X ou Y, probablement une erreur également du pilote ou une vague ou ci ou ça. Donc, chaque incident survenu dans le triangle des Bermudes, pris isolément, on arrive généralement à trouver une bonne explication. Ou bien, dans d'autres cas, on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir amener une explication. Un bateau qui est retrouvé, par exemple, abandonné dans le triangle des Bermudes, est-ce que le passager, le capitaine du bateau, est-ce qu'il a été enlevé par des extraterrestres? Ou une mauvaise vague a-t-il fait qu'il est passé par-dessus bord? Et que finalement, son bateau a dérivé pendant 2 semaines avant d'être retrouvé par les gardes-côtes. L'hypothèse des extraterrestres est beaucoup plus vendeur. Ben oui, c'est sûr. Dans une revue. Donc, ça prend pas mal plus. Donc, on nous arrive avec l'histoire. Oui, on a trouvé un bateau abandonné. Et puis, il y avait un couple à bord du bateau. Et puis, bon, le bateau a été retrouvé après avoir navigué apparemment 2 jours ou 3 jours. Et qu'est-il advenu du couple enlevé par des extraterrestres? Ben, peut-être enlevé par des extraterrestres ou peut-être sont-ils allés faire de la plongée sous-marine? Ont-ils été victimes, par exemple, d'un requin ou d'un truc comme ça? Une histoire qui a été marquante, l'année dernière, je crois, c'est l'homme qui a été retrouvé seul sur son bateau. C'est un voilier. Ouais. Il a été retrouvé mort en position assis. Oui, puis il était comme momifié littéralement aux commandes de son bateau. Et l'enquête a démontré que le type, en fait, était mort d'une crise cardiaque. Et il avait, c'est assez amusant parce que c'est quasiment tiré d'un film. Hein. Le type est retrouvé à bord de son navire comme ça, qui dérive pendant des semaines. Et le type est retrouvé momifié à bord de son navire, littéralement le radio à la main. Donc il se préparait à lancer un appel de détresse. Visiblement, l'homme avait senti le malaise cardiaque. Il a réussi à se rendre jusque dans la dinette du navire pour pouvoir lancer son appel de détresse. Il naviguait en solitaire. Il est décédé à ce moment-là et évidemment, le navire a continué à bourlinguer pendant plusieurs jours. Est-ce qu'ils ont trouvé une raison pour la momification? Ben, en fait, il semble que l'air salin a permis à ce type-là de se momifier de cette façon. Ah ouais. Donc, ce sont des histoires extraordinaires. Et moi, quand j'étais dans le triangle des Bermudes avec les gardes-côtes, eux me racontaient toutes sortes d'anecdotes et ils revenaient toujours à ce même récit-là. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de disparition mystérieuse. Ça n'existe pas une disparition mystérieuse. Il n'y a que des disparitions insuffisamment documentées pour pouvoir trouver une explication. Puis le secteur le plus profond du triangle des Bermudes, là, sais-tu c'est où? Ben moi, en fait, le triangle des Bermudes, une fois qu'on a dépassé le plafond, le plateau continental, l'océan a à peu près la même profondeur à peu près partout dans le monde. C'est à peu près 4000 mètres de profondeur. Okay. Donc évidemment, si on dépasse le plateau continental, nos fameux avions Avenger, quand ils ont tombé dans l'océan, ils ont probablement tombé au-delà du plateau continental. Donc ils gisent probablement par une profondeur de 4000 mètres, ce qui est quand même la profondeur à laquelle on a retrouvé le Titanic. Et on sait à les difficultés logistiques que ça représente de se rendre à cet endroit-là. Et ça, et là, on parle du plafond général, le plancher général de l'océan, parce qu'il y a certaines régions du monde où là, il y a des abysses, hein, il y a des cratères, des canyons sous-marins qui descendent. On pense, par exemple, le plus profond se trouve au large des îles Mariannes. Là, on est complètement du côté de l'Australie, à peu près. Et le plancher océanique, au fond de la tranchée des Mariannes, descend à 36 000 pieds de profondeur. Ça veut donc dire, Yannick, que tu prends le mont Everest, tu le mets dans l'eau, non seulement il coule au complet, mais t'as encore 10 000 pieds d'eau par-dessus. Hey. On est allé une seule fois dans la tranchée des Mariannes et c'est en 1960. On a fait descendre une bathysphère. Hein, le Trieste est descendu au fond. Et ce qui est assez surprenant, quand le Trieste est arrivé, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en février 1960, il y avait un dénommé Picard et un dénommé Smith, je crois, qui était sur en fait, un type de la US Navy, mais il y avait un jeune aussi Picard. Et là, ils ont descendu avec le Trieste au fond de la tranchée des Mariannes. Et quand ils sont arrivés au fond, on parle de 36 000 pieds de profondeur, là, on s'attendait à ne rien voir. On s'est dit, il ne doit pas avoir de forme de vie ici.
Mais non, ils ont filmé des poissons à 36 000 pieds de profondeur. Tout s'adapte. Ça veut donc, voilà. Donc, à partir du moment où tu as de l'eau, ça nous revient un peu à nos fameux extraterrestres, hein. À partir du moment où tu as de l'eau à l'état liquide, la vie peut vivre, va s'adapter partout. Puis c'est assez amusant parce que probablement t'as vu lundi dernier, la NASA qui a annoncé qu'ils avaient filmé autour d'Europe, hein, la sonde Juno a photographié Europe. Europe est un des satellites de Jupiter. Ouais. Et depuis des années, la NASA hypothétisait que elle est couverte de glace, hein, cette lune de Jupiter est couverte de glace et elle est fendillée. Et là, l'hypothèse que la NASA émettait, c'est que cette lune, en tournant autour de Jupiter, devait avoir des périodes d'extension et de rétractation. Là, donc, elle s'étire, se referme sur elle-même, s'étire, se referme. Et ça devait chauffer le noyau de cette lune. Et il devait y avoir de l'eau à l'état liquide entre la croûte de cette lune et sa surface glacée. Et à cause de ces mouvements-là, c'est ce qui expliquait les fameuses fissures dans la glace. Mais c'était une hypothèse. Et là, voilà que la sonde Juno a photographié des geysers d'eau bouillante qui s'échappent de la surface d'Europe. Donc, on peut, comme le geyser, par exemple, dans le parc de Yellowstone. Mais là, on parle de geysers qui atteignent 20 km d'altitude, par exemple. Donc, il y a des geysers d'eau liquide qui sont crachés littéralement dans l'espace à partir de cette fameuse lune Europe. Donc, on sait maintenant, ce n'est plus une hypothèse, c'est une certitude. Sous la couche glacée d'Europe, il y a bel et bien des océans d'eau chaude qui se trouvent là. Et s'il y a de l'eau chaude, si la vie peut vivre sur Terre, dans l'abysse, dans la fosse des Mariannes, à 36 000 pieds de profondeur, pourquoi pas dans les eaux chaudes d'Europe. Donc, maintenant, c'est fascinant, cette découverte-là. Effectivement. On me demande sur le live, que pense Christian Page de Coral Castle? Ah, Coral Castle. C'est une histoire, et mon Dieu, Coral Castle, c'est une histoire qui est tout à fait fabuleuse. On se retrouve, on est au tournant des années 20. Donc, c'est un type, la personne qui va être liée à l'affaire de Coral Castle, c'est un type qui s'appelle Edward Liscalnin. Donc, c'est un immigrant letton. Il arrive aux États-Unis. Il quitte sa Lettonie en 1912. Il va venir au Canada, va vivre d'expédients de petits boulots. On le retrouve sur la côte ouest américaine. Et puis, aux alentours, au tournant des années 20, il est en Floride. Et là, Liscalnin, pour te le décrire un peu, c'est un bonhomme un peu bizarre. Hein? Évidemment, il est considéré, c'est l'étrange du coin. Hein? Il parle un mauvais anglais avec un énorme accent. Il n'a qu'un vélo. Il a réussi à s'acheter un petit lopin de terre à Florida City. Écoute, c'est un marécage, littéralement, et de temps en temps, on le voit en ville avec son vélo. C'est un peu, je te dirais, sans vouloir faire preuve de méchanceté, c'est un peu l'idiot du village, là. On le voit arriver dans la ville, puis là, on lui donne des petits boulots, des expédients. On lui demande, est-ce que tu peux peindre une clôture? Est-ce que tu peux tondre la pelouse? Et donc, mon Liscalnin, toujours dans son anglais très laborieux, accepte tous ces petits boulots-là. Et là, il raconte son histoire, hein. Dans son pays, il était amoureux d'une jeune femme, et il lui l'a demandé en mariage, et elle a refusé de l'épouser. Et le cœur brisé, donc Liscalnin a quitté sa Lettonie. Et il raconte, à qui veut bien l'entendre, qu'il est en train de construire un château pour sa Sweet 16. C'est comme ça qu'il dit. Oh boy. Et là, c'est un château. Là, il dérape, notre pauvre bonhomme. Mais là, à un moment donné, des rumeurs circulent que Liscalnin est bel et bien en train de construire quelque chose dans son marécage de Florida City. Et là, des rumeurs, il travaille toujours la nuit, refuse que des gens viennent sur le chantier. Et là, des rumeurs se mettent on raconte que des enfants auraient vu Liscalnin déplacer des blocs en l'air comme s'il flottait littéralement en suspension, en lévitation, d'immenses blocs de corail qu'il aurait mis en place pour faire cette fameuse construction. Et puis voilà que en 1930 à peu près, Liscalnin ouvre Coral Castle. Il invite les gens pour je pense, un prix complètement dérisoire, 10 sous, un truc comme ça. Il invite les gens à voir cette construction. Tout est fait de corail. Lui, il n'habite, il n'a construit qu'une petite tour dans laquelle il a ses quartiers. C'est vraiment le minimum, hein. Une paillasse, un petit four, c'est tout. T'as-tu été voir, Laurence? Tape Coral Castle. Et tout le reste, ce sont d'immenses enceintes qui sont faites de blocs de corail. Les meubles à l'intérieur sont faits de corail également.
effectivement, il y a des structures qui rappellent l'astrologie avec des demi-lunes, des formes tout à fait extraordinaires. C'est absolument stupéfiant. C'est magnifique. Let's Call In n'a construit ça qu'en utilisant des outils tout à fait rudimentaires et je te donne un exemple, la porte pour entrer dans Coral Castle est un bloc de pierre de 10 tonnes. Et pour l'ouvrir, ce bloc de 10 tonnes, Les Call In a placé au sommet une simple tige de métal et à la base, il a pris un système d'engrenage pris sur un Model T. Il a installé le bloc de 10 tonnes et ça s'ouvre en ne poussant qu'avec un seul doigt. Donc, c'est fabuleux. Et on comprend pas comment Let's Call In a pu faire ça. Il n'a jamais fait appel à aucun lourd appareil, aucun camion, rien. Il a tout coupé, placé, mis en place chaque bloc un à un. Alors, évidemment, ça fait fantasmer. Puis on le prenait pour l'idiot du village. On prenait pour l'idiot du village. Tu vois, Laurence, il y a de l'espoir dans mon cas. Et quand on parlait à Let's Call In, on disait, mais comment t'as fait ça? Let's Call In parlait toujours à demi-mot. Je connais le secret des pyramides, je connais le secret du magnétisme. Il racontait toutes sortes de trucs. Ouais. Mais en même temps, on se demande est-ce qu'il voulait se moquer un peu des visiteurs. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, je crois qu'on est aux alentours de 1936, on demande à Let's Call In, on dit, oui, mais tu sais que si Coral Castle aurait été plus près de Miami, il y aurait eu beaucoup plus de gens pour le visiter. Alors Let's Call In, comme on dit, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il va construire un immense fardier. Il va aller voir un agriculteur local. Et il va dire à l'agriculteur, ce soir, tu vas venir à Coral Castle. Et comme ça, chaque soir, le type arrivait avec son tracteur et qu'est-ce qu'il trouvait sur le fardier de Les Call In? Les blocs de Coral Castle. En 2 ans, Les Call In va racheter un terrain à Homestead, qui est tout près de Miami, et en 2 ans, il va transférer, il va changer d'endroit, il va déménager Coral Castle. Au complet, en 2 ans. On ne le voit jamais comment il monte les blocs sur le fardier. Comme je te l'ai mentionné, l'agriculteur arrive avec sa remorque et quand il arrive sur place, le fardier est déjà rempli des fameux blocs de Let's Call In et il ne fait qu'accrocher ça, le transporter à Homestead et il quitte, il laisse le fardier là. Let's Call In défait les blocs et les rassemble à nouveau. Comment tout ça a pu être fait? Alors là, évidemment, t'as les gens qui croient à l'occultisme, au fantastique. Et là, ne tirez pas sur moi, là, je ne suis que le messager. Donc, il y a des gens qui vont dire, bah, c'est du magnétisme, ils connaissaient toutes sortes de secrets, la lévitation, le secret des pyramides, comme d'ailleurs Let's Call In le disait. Mais d'autres diront, des ingénieurs, des architectes qui ont regardé ça, tous reconnaissent l'œuvre est remarquable. Mais comme Let's Call In n'avait pas une échelle de temps. Let's Call In n'avait rien d'autre à faire. Donc, jour après jour, avec des outils rudimentaires, il est possible de construire Coral Castle. Donc, si on a des connaissances minimalement en architecture, et Les Call In visiblement avait ces connaissances, il aurait pu construire patiemment Coral Castle sans faire appel à une technologie extraordinaire, sans faire appel à des pouvoirs extraordinaires non plus. Simplement par la patience, comme on dit, de l'huile de bras et beaucoup d'ingéniosité, Let's Call In aurait pu construire Coral Castle. Mais c'est une œuvre remarquable. Aujourd'hui, c'est un site touristique qui est tout à fait fabuleux. J'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai même tourné un volet de dossier mystère dans Coral Castle. Ouais. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. T'as-tu payé ton entrée? Non, pas du tout. C'était 10 sous? Ouais. Non, mais maintenant, c'est un peu plus que 10 sous quand même. Parce qu'il y avait une affiche où c'était écrit 10 sous, tu devais mettre ton 10 sous, après ça, tu pouvais aller visiter Coral Castle. Et ce qui est assez amusant, donc, on n'a jamais trouvé les secrets, hein. C'est-à-dire que Let's Call In, à un moment donné, après avoir déménagé Coral Castle, il a commencé à éprouver des problèmes de santé. C'est un tout petit bonhomme, hein. Il n'avait aucun outillage sophistiqué, il n'avait que son vélo pour se déplacer. Et c'est un tout petit bonhomme qui mesurait à peu près, là, je dirais, 5 pieds 1, 5 pieds 2. Il pesait, comme on dit, tout mouillé, il devait peser à peu près 85 livres. Vraiment un tout petit bonhomme. Et puis voilà que, à un moment donné, après avoir ouvert Coral Castle à Homestead, il a laissé à un moment donné une affiche sur la porte. Je me sens pas bien, je vais à l'hôpital et je reviens. Malheureusement, Let's Call In n'est jamais revenu.